Élodie, Louis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans ce charmant village qui s'appelle la Madeleine sous Montreuil. C'est tellement mignon et bucolique. Et particulièrement dans ce gîte, les Bobos à la ferme, que vous avez ouvert il y a maintenant quelques années. Le nom de l'émission, c'est donc Parcours. Donc ce qui nous intéresse, c'est aussi de découvrir le parcours des gens. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, appuyer sur le bouton de la machine du temps? Et est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés, il y a combien de temps? On s'est rencontrés dans un bistrot. Voilà, il fallait quand même que ça commence par quelque chose de romantique. Et c'est assez intéressant. C'était un bistrot qui était tenu par un groupe qui s'appelait le groupe SOS. Groupe dans lequel Élodie travaillait. Moi, je travaillais pour, je sais pas, à ce moment-là, pour la Croix-Rouge, je sais plus, en tout cas, pour de l'action sociale ou globalement. Et on s'est rencontrés donc, dans une soirée du groupe SOS. Et en tout cas, l'avenir nous a fait travailler, enfin moi-même j'ai travaillé ensuite pour ce groupe. Et finalement, la dernière expérience professionnelle que j'ai eue, c'était au sein du groupe SOS. Et c'était, ouais, je pense que c'était une rencontre de personnalités assez forte. Je pense qu'au départ, ça a été très vite le menu. Et je pense que ça se ressent extrêmement dans le projet actuel qu'on porte tous les deux. Ce projet, c'est aussi, au-delà de notre rencontre personnelle, la rencontre finalement de tempéraments assez complémentaires, même s'ils sont assez volcaniques, j'allais dire, euh, qui ont permis finalement de trouver l'énergie et la complémentarité, encore une fois, pour créer ce type de projet qui nécessite finalement une panoplie de compétences assez importante. Mais, pardon, excuse-moi de te couper. Du coup, avant d'envisager ce projet dont on va parler, vous faisiez quoi comme boulot? C'était quoi votre vie sociale? Vous viviez où? Moi, je vivais sur Paris depuis 2000, je sais plus, 2003, 2004. Je suis originaire de la région du Collier, donc tout près d'ici. Et j'avais fait des études de droit pendant beaucoup trop de temps avant de commencer à travailler, et particulièrement à Paris, parce que moi, j'étais plutôt branché tout ce qui était... en tout cas, j'ai travaillé énormément pour les demandeurs d'asile, les étrangers. Toutes les personnes qui viennent en France et qui veulent être protégées au titre de l'asile. Quand tu dis que tu travaillais dans cet univers, tu étais juriste, hein? Ouais, j'étais juriste au départ, mais j'ai fait très peu de droit finalement. J'ai fait pas mal de droit des étrangers, droit de l'asile, etc. Et ensuite, je suis rapidement devenu directeur d'établissements sociaux, globalement directeur d'établissement qui accueille des demandeurs d'asile. Et ensuite, ça a été après les demandeurs d'asile, les personnes sans domicile fixe, les personnes en grande précarité. Et ma dernière fonction officielle dans ma vie d'avant, c'était directeur d'établissement pour le groupe SOS, donc, dans de l'intermédiation locative. En fait, on sortait des personnes d'hôtels sociaux, enfin d'hôtels pas sociaux, mais d'hôtels, et on les mettait dans le parc privé, donc dans des logements privés à Paris, en région parisienne. Et voilà, c'était un projet d'ampleur qui était hyper intéressant. Et c'est vrai que moi, toute ma carrière, je l'ai faite dans le social, le médico-social. Je ne sais pas comment faut l'appeler exactement, mais c'est quelque chose qui vient de très loin. Depuis toujours, j'ai voulu, alors, parce que je suis certainement, voilà, j'allais dire un privilégié. Moi, je n'étais pas dans la pauvreté, hein. J'avais une famille qui avait de l'argent. Et, et finalement, j'ai voulu apporter, et c'est encore un leitmotiv, hein, apporter peut-être ouais, la connaissance, en tout cas apporter les outils que je pouvais avoir pour des publics qui n'ont pas eu la vie que j'ai pu avoir et qui sont en grande difficulté. Et ça depuis toujours. Donc moi, ma carrière, elle a été là-dedans tout le temps. Comme je l'ai dit à Élodie, d'ailleurs, je pense le soir, on s'est rencontrés, c'est que je sais pas quel autre truc j'aurais pu faire dans ma vie. Peut-être que maintenant, a posteriori, j'aurais pu être, je sais pas, maçon ou menuisier. Mais au départ, non, le truc, c'était ça, c'était d'acquérir des compétences pour les mettre à disposition de personnes qui étaient en difficulté. Et toi, Élodie, tu faisais quoi? J'ai fait une école de commerce, je m'y retrouvais pas vraiment. Et ensuite, j'ai créé une marque qui s'appelait Arctic 23 en coton bio et équitable. Fin de mon stage, je suis partie en Inde pour lancer la première collection. Et pendant 5-6 ans, je suis allée en Inde 2 fois par an. C'est quelque chose qui m'a intéressé aussi, de mettre des compétences métiers au service de quelque chose qui avait un peu plus de sens.
de découvrir que l'industrie du prêt-à-porter, c'est l'industrie la plus polluante du monde. À partir du moment où j'ai su réfléchir et faire un pas de côté, ça m'a vraiment beaucoup interrogée. Et puis de travailler avec des gens différents en Inde. Je suis de région parisienne, en fait. J'ai toujours été dans un brassage culturel. Alors, la diversité aujourd'hui, elle est autour du handicap, mais c'est vrai que cette diversité culturelle me manque. Tu me disais quand on s'est eu au téléphone que vous voyagiez beaucoup, vous êtes même parti pendant 2 ans vivre en Guyane. Voilà, quand tu me parles de ce brassage culturel, etc., c'est vraiment ancré en toi, mais en vous deux, j'ai l'impression. Ça nous met en perspective nous-mêmes, le voyage. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et ça met en perspective tout, en fait. Et Louis a trouvé un travail en Guyane et c'est moi qui l'ai suivi. Et là-bas, j'ai travaillé en tant que bénévole pour la Croix-Rouge et ensuite j'ai travaillé dans l'orpaillage. C'est un peu improbable. On a plein de bacs depuis. Ouais, voilà. Le fil conducteur de toutes mes expériences, ça a toujours été le développement durable. Mais voilà, d'essayer de mettre un petit peu de conscience environnementale, écologique et de bonnes pratiques sociales à travers où je travaillais, ça m'a toujours tenu à cœur. Et j'adore en fait travailler avec des personnes différentes et m'adapter aux autres. Et quand c'est à nous de nous adapter, je trouve qu'on met en place des ressources beaucoup plus riches que de rester dans sa zone de confort. Je m'ennuie beaucoup dans ma zone de confort. Enfin, une fois que c'est là, c'est installé, je pense qu'on a ce point commun avec Louis, on est vraiment des développeurs. On aime bien, en fait, il y a le quotidien, faut que ça fonctionne. Mais une fois que ça fonctionne, en fait, faut développer d'autres choses, en fait. Et d'aller, de bouger, voilà, c'est quelque chose, on n'a jamais été très installé. Ouais, non, je pense pas du tout. L'adaptabilité, j'ai l'impression que c'est ce qui vous définit pas mal. Ouais, l'adaptabilité, après, mais pour revenir au voyage, c'est sûr, nous, on a eu la chance, en fait, d'avoir les moyens et puis cette envie de prendre des risques, parce que voyager, c'est aussi prendre un risque, hein, c'est se mettre devant l'inconnu et je pense à beaucoup de mes amis ici qui n'ont pas forcément eu l'occasion de voyager pour des raisons économiques ou juste parce qu'ils n'ont pas eu, en tout cas, ils ont eu peur d'aller vers. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui nous a beaucoup... qui a pris beaucoup de place. Quand on était plus jeune, on avait l'opportunité, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là. Et puis, c'est avec le travail, on était de cette génération. Hein. Moi, j'ai beaucoup zappé de boulot. Je travaillais 1 année, 2 ans sur un truc et après, j'en avais marre et je changeais. Et entre deux, je me faisais une petite pause d'1 mois ou 2 et j'allais voyager. C'était génial. Et si je pouvais revenir en arrière, c'est ça que je voudrais faire. Mais en même temps, c'est une chance et je pense qu'il faut amener toute jeunesse, toute personne à un moment donné se décrocher de sa zone de confort, d'aller voir ailleurs, de se mettre en risque, d'aller voir d'autres gens, d'autres cultures, de devoir s'adapter, c'est essentiel. Et je pense que c'est même probablement peut-être l'essence d'une empathie, en tout cas d'une société qui sera plus compréhensibles les uns avec les autres. Je pense que c'est vraiment, s'il devait y avoir un service militaire demain, ce serait plutôt un service de voyage obligatoire pour aller voir ailleurs et avoir une autre image de l'autre qu'on considère peut-être aujourd'hui comme un envahisseur ou comme autre chose, mais il faut absolument aller voir ailleurs. Nous, on a eu cette chance et c'est tant mieux, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et effectivement, en ayant eu cette chance, ça nous a fait développer aussi pas mal de savoir-être peut-être qui nous ont permis peut-être aujourd'hui de faire des choses un peu différentes. Mais je pense que c'est cette prise de risque qui est liée au développement. Développer, c'est prendre des risques. Et effectivement, avec les bobos à la ferme, ça a été aussi une énorme prise de risque, mais qui était finalement relativement maîtrisée dans le sens où on était, j'allais dire, un peu, pas conditionné, mais disons que c'était pas la première fois, quoi. Justement, je veux bien qu'on y vienne. Donc, votre rencontre, votre histoire d'amour, de cette histoire d'amour naît Andrea. Votre premier enfant, c'est votre première fille, Andrea. Est-ce que vous pouvez, du coup, me raconter un peu comment les choses se passent Nous, on est déjà, je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas un couple qui s'est mis ensemble pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, encore plus avec le handicap, je me rends compte de l'importance de ça. C'est-à-dire qu'on a vécu déjà 6 ans en couple sans avoir d'enfant, en apprenant à se connaître, en faisant des choses vraiment, on s'est construit en étant très indépendants et autonomes l'un de l'autre. Je pense que si on n'avait pas eu ces 6 années qui nous ont construits et qui nous ont solidifiés, quand je vois à quel point ça nous a
bouleversée, ça a été, et on s'est abîmé, et c'est très difficile encore aujourd'hui. Je me dis, mais si on n'avait pas eu ces fondations solides, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas résisté, en fait. Le handicap, tout ce qu'on vit encore aujourd'hui au quotidien avec Andrea qui a 8 ans aujourd'hui, c'est trop lourd. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur l'arrivée d'Andrea, comment les choses se sont passées? Moi, j'ai eu une super grossesse, un super accouchement, tout se passait bien et c'était beau. C'était hyper beau. Ouais, c'était hyper beau. Ouais. Enfin, moi, être papa, c'est comme tous les papas. Je pense que des fois, c'est peut-être pas forcément nous qui prenons la décision tout au départ, mais même si on est extrêmement motivé, mais non, c'était super. En fait, c'était génial. Ça devait être quand même, c'est l'avènement. Enfin, c'est quand même une page extrêmement importante dans la vie d'une personne et d'un couple, au demeurant d'avoir un enfant. Donc on s'y prépare et puis ça se passait très bien en fait. Tout allait. En fait, vous savez, c'est comme voilà, une espèce de parcours parfait. Nous, on était dedans en plein. Hein, un couple qui s'aime à peu près. Un travail intéressant, des salaires intéressants, une vie culturelle et sociale parfaite. Enfin, on était vraiment dans le modèle idéal. Et donc la grossesse nickel. Les échographies somptueuses, l'accouchement, j'étais encore un gamin, je crois. Et non, mais vraiment, c'était magnifique. Et c'est vrai que souvent, je regarde Andrea et je me souviens d'elle, je me souviens très précisément d'elle quand elle est née. Et ouais, il y a eu, après, il y a eu beaucoup de choses. Mais ce moment de pureté, en fait, il est gravé. Et ça me permet de me raccrocher aussi à des choses qui ont été de l'ordre de la normalité. Après, tout a été plus exceptionnel. Mais pour le coup, jusqu'à la naissance, c'était comme on pouvait le rêver, je crois. Et à quel moment, du coup, toute cette pureté dont tu parles et toute cette normalité, parce que tu utilises quand même ce terme, bascule dans quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, de différent? Mais après, c'est singulier pour toute personne. Nous, ça a été un peu progressif, même si c'était relativement rapide. Mais je pense que c'est votre premier enfant, donc vous savez pas trop ce que c'est un enfant. Donc il y a certainement des choses, si ça avait été peut-être la deuxième, on aurait dit, tiens, il y a des trucs un peu peut-être étranges, des choses qui sont pas forcément de l'ordre du normal. Donc on avait quelques warnings, je pense, mais c'est toujours pareil, en disant, de toute façon, nous, ça peut pas nous arriver, donc c'est juste... des petits cris, des petits comportements, un petit caractère. Puis, vu des parents, c'était plus ou moins normal. Tout ça, c'était soutenu par un soutien médical. Je veux dire, tout ça, c'était soutenu par des médecins qui vous disaient que tout allait bien. Ouais, mais alors, Élodie, elle a eu, pas des soupçons, mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose qui clochait. Et Élodie a beaucoup cherché, a beaucoup essayé de trouver quoi. Moi, j'étais plutôt en retrait en me disant, on va pas s'inquiéter de trop. Mais c'est vrai qu'au final, cette inquiétude, moi, elle m'a aussi conquise petit à petit. Et même si je l'ai pas forcément exprimée le jour où on nous a annoncé que, je me suis dit, tiens, finalement, le puzzle se remet en place. Et finalement, cette annonce, elle n'est pas une si grande surprise. Le pédiatre ne croyait pas, on faisait les visites en fait mensuelles jusqu'aux 6 mois et en fait elle pleurait énormément et on a essayé de la confier à une nounou et la nounou m'a dit il y a un truc qui va pas en fait, je ne comprends pas pourquoi elle arrête pas de pleurer, j'ai tout fait. Et puis elle refusait de passer au petit pot, etc. On me disait c'est parce qu'inconsciemment je voulais pas arrêter d'allaiter. Et moi j'étais dans un état de fatigue incommensurable. Elle est née en juillet et à partir du 16 novembre, Andrea elle a refusé d'aller dans tout autre bras que les miens, incluant son père. Donc imaginez la culpabilité. Elle hurlait. Elle hurlait. On était allé à Marseille en week-end et en fait, elle devait faire sa rentrée le 16 novembre chez la nounou. Et donc, je lui parlais, je lui disais, tu vas aller chez la nounou, etc. Donc, elle avait 3 mois. Et en fait, à partir du matin du 16 novembre, je l'ai passé à son père. Et en fait, elle hurlait quand elle allait dans les bras de qui que ce soit.
Et on me dit, ah bah c'est qu'elle comprend tout, elle veut pas aller chez la tout. J'étais mais quand même hyper forte à 3 mois, quoi. Donc entre le 16 novembre et le 5 janvier, Andréane, elle est dans les bras de personne, elle a été pendue à mon sein jour et nuit, elle ne prenait pas le biberon, elle ne prenait pas les petits pots. Et le médecin, le pédiatre, m'a enfin écouté entre Noël et le jour de l'an. On est allé faire la visite des 5 mois et elle a cassé sa courbe de taille et de poids. Et là, il a essayé d'appeler un de ses collègues à Trousseau, à Paris, pour qu'il nous reçoive. Et en fait, il était en congé entre Noël et le jour de l'an. Et je me rappelle très bien être sortie de là et d'avoir appelé Louis, mais de m'être complètement écroulée en disant « il y a un problème, en fait, ça y est ». Mais j'étais allée voir la PMI, on avait fait de l'autonomie pendant que j'étais enceinte et on m'avait dit c'est peut-être que vous n'avez pas, comme j'avais eu un super accouchement et que tout s'était bien passé, on n'avait pas fait la dernière séance d'autonomie. Donc j'étais retournée voir l'aptothérapeute en disant il y a peut-être un problème, il y a un cycle qui n'est pas terminé. J'avais pris rendez-vous avec Catherine Dolto, donc la fille de Françoise Dolto qui est aptothérapeute, en disant non mais il faut que j'aille voir plus haut, en fait il y a vraiment un problème. Et j'avais rendez-vous le 6 janvier, le jour de l'anniversaire de Louis. Et Louis me dit, franchement, le jour de mon anniversaire, j'aimerais bien faire autre chose. Il y a Catherine Dolto qui nous reçoit, il faut faire ça. Et en fait, j'ai annulé le rendez-vous. On était à l'hôpital, mais jamais allé. Mais j'avais créé un magnétiseur, pas forcément sensible à ça. Mais en fait, à un moment donné, tellement personne m'écoutait, en fait, que... Ouais, j'avais écrit un magnétiseur, on m'avait dit il y a une possibilité de régler les choses à distance. J'avais envoyé une lettre, une photo, j'allais chez l'ostéo avec Andrea. Il me disait qu'il y avait peut-être un clapet qui n'était pas fermé. Donc j'ai fait de l'ostéo, j'ai fait un fasciathérapeute. Je suis allée voir, en 5 mois, je peux voir la terre entière. Mais le fasciathérapeute m'avait dit il y a quelque chose. Et il me dit il y a quelque chose d'autre, en fait. Et donc il y a des gens, la nounou, le fasciathérapeute, l'ostéo, qui me disait maintenant, en fait, elle pleure beaucoup trop. Je suis allée voir un nombre de professionnels incommensurable. Et par contre, c'est pas moi qui ai pris la décision d'aller aux urgences quand elle hurlait trop. C'est lui qui a dit non, mais là, en fait, on va aux urgences. Je sortais de l'appartement pour aller au boulot, elle hurlait. Je rentrais, elle hurlait. Et en fait, elle hurlait, je pense, tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que j'en ai oublié la moitié, mais il y avait vraiment... si on avait eu des enfants avant, je pense que extrêmement rapidement, on aurait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est votre premier, vous dites, c'est pas... Et tout le monde va vous dire de toute façon, mais non, c'est rien. Parce que personne ne veut croire que c'est possible. Et nous, c'est pareil, on voyait tous les trucs un peu ésotériques ou pas, en se disant, non, mais il y a juste un petit machin qui a débloqué. C'est rien, nous, ça peut pas nous arriver, vous savez, nous, c'est pas possible. Vous avez vu notre tête. Et finalement, je pense que, on n'a pas... C'est très progressivement qu'on a commencé à se dire, tiens, il y a quelque chose qui peut être notable. Et moi, je me souviens que quand une fois, moi, je l'avais redéshabillée, elle était vraiment maigre. Mais maigre, vraiment très maigre. Et on avait aussi fait la panoplie de... Je pense, on avait dû acheter toutes les tétines du monde et tout ce qui... Voilà. Et elle ne prenait pas, elle ne voulait pas, c'était impossible. Et moi, je me souviens aussi qu'elle s'intéressait pas aux choses. Vous savez, vous mettez un enfant sur un tapis, il va vous choper plein de trucs, un truc assez classique. Et là, non, elle ne s'intéressait pas aux choses. Elle était dans son petit monde déjà. Mais elle avait peut-être 3 mois. Et elle s'initiait rien. Après, on a eu des enfants qui allaient bien. Et oui, évidemment qu'ils vont se saisir des choses très rapidement. Mais je pense qu'il y a aussi... ça fait partie aussi du cheminement. C'est-à-dire... tout de suite, on ne va pas aller voir un neurologue en disant « ouais, il y a un problème, il faut aller faire un scanner, là, vous comprenez ». Mais finalement, on aurait pu y aller aussi plus tôt parce qu'il y a peut-être des gens sur notre route qui auraient dit « oui, là, c'est peut-être quand même assez sérieux, allez-y ». Mais c'est vrai que les hurlements, moi, c'est quelque chose qui m'avait... qui nous a et qui nous accompagne encore beaucoup. Mais ça a été extrêmement dur et à un moment donné, vous pétez déjà un plomb en disant « on ne peut pas continuer comme ça ». Mais elle pouvait pleurer jusqu'à 15h par jour, en fait. Et moi, j'ai pas pu reprendre le travail après avoir accouché parce que je pouvais la confier à personne. Donc, mais aujourd'hui, on sait que la plupart, en fait, notre parcours est commun au parcours d'énormément de parents. C'est-à-dire d'avoir un peu pris son enfant sous le bras, d'être passé par la culpabilité. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui, à un moment donné, ne culpabilise pas en se disant... Moi, j'étais une nonne pendant ma grossesse. Je buvais même pas de café ou de thé parce que j'avais peur
Enfin, le truc complètement improbable, quoi. Je mangeais hyper bien, je faisais de l'activité physique. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ma grossesse? Et puis quand tu as les questions des médecins, tu te dis, mais attends, il se passe un truc. Donc la culpabilité, et puis ce côté un peu, je prends mon enfant sous le bras et je toque aux portes, et puis en fait, on me dit que tout va bien, on me dit que c'est mon caractère, qu'elle est déjà capricieuse, que machin, qu'elle a le caractère de sa mère. Prends une autre dose de Et culpabilité. du coup, tu reprends la culpabilité en disant, bon, c'est bon, je vais me calmer, ça va bien se passer. Mais ce parcours est commun. Je connais très très peu de personnes qui ont été entendues tout de suite ou qui n'ont pas été face à une incompréhension, face à une culpabilité en disant tu t'en fais pour rien quand même. Aujourd'hui, c'est vraiment le truc de l'enfant roi, il faut tout de suite qu'il communique tout de suite, sinon vous vous inquiétez. Le 5 janvier, quand vous arrivez aux urgences, là, j'ai le sentiment que vous allez quand même être écouté. Ou bien elle pose un diagnostic de son propre chef. En fait, de rencontrer cette médecin urgentiste qui, juste en ouvrant le carnet de santé et en se disant moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'elle ait cassé la courbe de taille et de poids, c'est le périmètre crânien qui n'évolue pas. Le médecin, en fait, qui écrit le périmètre crânien tous les mois, en fait, depuis 5 mois, se pose pas de question de voir qu'un périmètre crânien n'évolue pas, en fait. Et il y a tout ça qui se bouscule, mais d'un autre côté, oui, c'est un soulagement, parce que je me dis, et je savais qu'en fait, elle savait. J'ai cette image de Louis assis sur une chaise contre le mur et que je regardais comprendre, en fait, et de le voir comprendre, j'avais comme en miroir un truc où c'est son côté juriste, en fait, il voit toujours plus vite, plus loin, ce qui va se passer. Et moi, c'est comme si j'entendais tout de suite le truc maintenant, mais que j'en prenais pas toute la teneur. Et en regardant Louis écouter, je voyais dans ses yeux un truc qui se projetait, en fait. Et ça m'inquiétait. Et après, on a eu quand même un truc complètement dingue. On a eu une interne qui regarde Andrea allongée, qui nous dit « Vous êtes de la même famille ?» Et je dis « Attendez, qu'est-ce qu'elle est en train de me demander, en fait ?» Et ça a été un choc incroyable. Et cette personne est réapparue quelques mois en fait plus tard dans l'hospitalisation. Elle a assisté le gastro-entérologue qui a opéré d'une gastrostomie Andrea. Et Andrea a eu des complications après l'opération. Et donc on avait rappelé le gastro-entérologue dans la chambre d'hôpital pour passer voir Andrea. Il n'était pas disponible tout de suite et c'est elle qui est venue. Et en fait, elle me parlait. Je ne l'entendais pas. Et elle m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, je veux voir le médecin. Et elle me dit, c'est moi qui travaille avec lui, donc il faut faire ça. Je fais, non, mais en fait, je veux voir le médecin. J'ai voulu lui dire d'où provenait mon aversion. Et j'ai pas réussi parce que j'étais dans un autre état d'esprit. Et je pense qu'elle l'a saisi comme... je t'écoute pas parce que t'es soit une assistante ou une femme et je savais qu'elle le saisissait comme ça et c'est pas comme ça que je voulais qu'elle le saisisse, mais j'avais tellement d'aversion pour cette personne, j'ai pas réussi à lui communiquer, mais je me suis dit mais quelle horreur cette femme en fait d'avoir dit ça à ce moment-là. Je me suis dit mais comment on peut dire un truc pareil à des parents? Mais comme tu disais tout à l'heure que votre parcours avant le diagnostic, il était pas exceptionnel à vous. Il est assez commun à toutes les familles qui ont des enfants porteurs de handicap. J'ai l'impression que parfois, et je sais que le mot est difficile, mais j'ai encore pas réussi à trouver autre chose, parfois la maltraitance médicale, elle est aussi commune, j'ai l'impression, aux familles... Alors, Louis complétera, mais parce que je sais qu'il a eu un sentiment qui peut être différent du mien, mais je pense aussi que dans notre histoire, on fait partie des chanceux. J'ai rencontré des familles à qui on annonce au détour d'un couloir quoi, mais vous n'avez pas vu la clarté nucale? Il est trisomique, votre bébé. Tu vois, ça pour moi, c'est un procès au médecin en fait. C'est un truc mais inimaginable. Si c'était pas la famille à qui c'est arrivé qui me racontait ça, je me disais c'est pas possible. Je me dirais c'est pas possible, c'est une légende urbaine en fait. On a eu des personnes, moi je l'ai ressenti comme ça,
des personnes qui étaient bienveillantes, qui sont venues nous voir et qui ont communiqué avec nous. La chef de clinique qui s'occupait d'Andrea était enceinte, elle a arrêté le dernier jour de ses 9 mois, en fait, je crois qu'elle a accouché le lendemain. Et en fait, moi, je m'entendais très bien avec elle, bien que c'était une personnalité assez particulière. Et je me disais, mais qui va s'occuper de nous quand elle sera plus là ? Et elle m'avait dit, vous allez voir, ce week-end, il y a une neuropédiatre qui s'appelle le docteur Husson qui va passer. Posez-lui toutes vos questions, c'est quelqu'un de très bien. N'hésitez pas à parler en fait avec elle. Et c'est marrant parce qu'elle est passée le 16 janvier dans la chambre et je m'étais dit, tiens, elle va voir Andrea. Et en fait, elle va me dire, mais non, tout va bien en fait. Elle a sorti une espèce de truc rond, noir et blanc. Elle a essayé de faire suivre. Andrea ne suivait pas. Je lui ai dit, et je savais ce qu'elle allait me dire à la fin, j'avais pas envie de l'entendre, mais je me suis dit, tiens, c'est maintenant qu'il faut que je l'entende quand même. Et j'ai demandé à ce qu'elle suive Andrea après que le docteur Desnoux soit parti. Et la chef de clinique a tout fait pour que le docteur Desnoux continue à nous suivre, parce qu'elle savait qu'on avait des personnalités qui matchaient et qu'à un moment donné, il fallait des gens. On avait besoin, Louis et moi, d'entendre qu'on nous dise les choses. Et elle savait que le docteur Husson serait la bonne neuropédiatre. Non seulement pour suivre Andrea, mais pour nous suivre nous. C'est devenu une amie et maintenant elle est administratrice de l'association. Ok. Donc l'association, le laboratoire. Ouais, le laboratoire de répit. Et elle vient encore à la maison voir Andrea. Et je pense que c'est... donc la maltraitance médicale existe. On a plutôt une errance médicale et des gens qui n'ont pas su nous dire, je pense que je vais vraiment passer la parole à Louis parce que moi j'étais vraiment trop dans les nuages, je me suis pas rendu compte forcément de ça, mais en tout cas très rapidement on a su bien s'entourer et je pense que c'est ce qui fait aussi que ce projet est celui-là et qu'on est ça, on a quand même cette faculté de bien s'entourer. On a eu une chef de pôle qui est passée 2-3 fois dans la chambre, qui était infecte, qui était horrible et je lui ai dit, mais moi, je ne veux plus de cette personne dans la chambre, en fait. On m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est une éminence. Mais en fait, c'est pas possible, en fait. J'ai l'impression qu'elle prend ma fille comme un cobaye pour montrer à ses internes qu'elle explique. Il manquerait plus qu'elle la dissèque. Je me sens pas bien, en fait. J'aime pas la manière dont elle me parle. Je me trouve infantilisée. Stop, quoi. Et j'ai toujours... on a toujours éloigné de notre fille, en fait, des personnes... qu'on n'avait pas envie d'avoir en fait dans son suivi, dans son entourage. Parfois j'entends des familles, je me dis mais arrêtez avec ce médecin quoi. Enfin, on me dit ouais mais il n'y en a pas d'autres. Il doit y avoir qu'autre chose, en fait. Ouais, c'est pas possible. Mais c'est aussi quand même un gros parcours du combattant pour les parents, justement d'être assez affûtés pour faire le tri, pour essayer d'autres choses, rencontrer d'autres médecins et voilà. Et je crois que peut-être que le conseil qu'on pourrait donner aussi aux parents, c'est de s'écouter avant tout, quoi, de se faire confiance. J'ai reçu ce conseil d'une amie qui avait eu une leucémie. Elle m'a dit, ne laisse jamais ressortir un médecin de la chambre ou un soignant de la chambre sans avoir compris ce qu'il te disait. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Parce que ça sera écrit dans ton dossier que tu es quelqu'un qui veut savoir et à qui il faut expliquer les choses. Et je me suis accrochée à ça. Et après, on m'a dit à un moment donné que dans mon dossier, il y avait écrit que j'étais une mère difficile. Ah ouais. Mais c'est moi le souvenir que j'en ai, c'est la difficulté des médecins à vous annoncer le menu, en fait. C'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment dès le départ que c'était du lourd. Nous, on s'est accrochés, un petit retard, un petit quelque chose, ça va encore bien se passer, le périmètre crânien va augmenter, on ne s'inquiète pas. Et finalement, après le premier IRM, je pense qu'ils avaient très vite compris que c'était très compliqué. Et les médecins ont une difficulté à dire, en fait, à annoncer aux parents. Et moi, c'est la frustration que j'ai eue, c'est la capacité de la personne qui nous suivait à ce moment-là de nous dire, voilà, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui ne sera pas, comment on va nous préparer notre avenir, comment on va pouvoir peut-être rebondir, ou en tout cas, peut-être faire le deuil aussi. Finalement, c'est ça, au départ, qu'on doit faire une fois qu'on nous annonce les choses. Et c'est vrai que la neuropédiatre qu'on a pu avoir immédiatement, en fait, elle nous a dit, moi, j'ai pas de mots sur la maladie, je sais pas ce que c'est. À la limite, on s'en fout. Par contre, les images, elles disent ça. Et ça engendre telle et telle situation de handicap, donc du polyhandicap. Donc,
une possibilité que votre enfant meure dans les 2 ou 3 ans, un engagement sanitaire extrêmement lourd, etc., etc. Et il a fallu qu'on tombe sur cette neuropédiatre pour qu'on nous annonce ça. Et encore une fois, c'est comme la question du périmètre crânien. Ok, maintenant on sait qu'il y a un problème. Mais quand on nous a annoncé, enfin, que les images de l'IRM, ou en tout cas que les analyses cliniques nous amenaient à avoir finalement une enfant qui allait être polyhandicapée sévère, voilà, c'est très dur à entendre, mais au moins on sait à quoi on a affaire, entre guillemets, et on peut s'y préparer et essayer un tant soit peu d'imaginer l'avenir. Et c'est ce que je trouve un peu difficile chez les médecins, cette difficulté finalement, ou à annoncer les choses de manière totalement abrupte, sans aucune pincette, ou à essayer de refiler la responsabilité à quelqu'un d'autre. Alors après, trouver un collègue, trouver un psy, trouver un machin qui va pouvoir annoncer la grande difficulté auxquelles les parents vont être confrontés. Et je trouve que là-dessus, je pense que tout parent va être confronté à cette difficulté du corps médical, alors par défaut de formation, par difficulté individuelle, à annoncer correctement, proprement et en temps les choses. Et pourtant, c'est essentiel que de le faire. C'est-à-dire que toute cette attente, est-ce que c'est un petit retard, est-ce que c'est pas un petit retard, en fait, c'est extrêmement difficile à porter. Et quand on vous dit, voilà, ce sera comme ça, ok, vous allez pleurer un grand coup, mais en même temps, vous savez, c'est quoi votre ligne de départ. Et ce 5 janvier, en fait, ça a été, pour moi, c'était, moi, je suis mort un 5 janvier. Et il a fallu se reconstruire à partir de ce 5 janvier vers quelque chose d'autre. Parce que ça a été finalement dans cette épopée sanitaire de 6 ou 7 mois, des deuils successifs. C'est pas un petit retard, c'est un gros retard. C'est pas un gros retard, c'est du polyhandicap. C'est pas du polyhandicap, c'est du neurodégénératif, etc., etc. Et en fait, vous tombez de plus en plus dans un trou béant. Et à côté de vous, vous essayez de vous raccrocher à quelque chose, à vos amis. C'est difficile, ils sont là, beaucoup ne sont plus là ou pas là. À votre famille qui est aussi désemparée que vous, à votre femme qui essaye de survivre elle-même à ce contexte, à votre travail que vous allez de toute façon perdre, à tout ce qui faisait un peu, un peu votre bonheur du quotidien, mais tout ça est perdu en fait. Et c'est ça qui est extrêmement dur, hein, c'est de tout perdre d'un coup en fait. De se dire, vous aviez un enfant, votre premier enfant, tout se passait pour le mieux, et finalement aujourd'hui on vous annonce que le destin, ou en tout cas les mathématiques génétiques vous ont pointé du doigt, et ce sera vous, et c'est sur vous que ça tombe. Et vous dites, non, c'est pas juste, moi j'en veux pas. Et vous vous débattez dans ce truc, non, j'en veux pas. Mais on vous dit, mais c'est pas, vous en voulez pas, c'est que ce sera comme ça, il va falloir faire avec. Ce qui était dur, c'était de se dire, t'as pas le ticket gagnant du millionnaire, mais par contre, t'as le ticket gagnant d'une petite fille, Andrea. C'est bien plus gros que le millionnaire parce qu'il y avait beaucoup moins de chances de l'avoir, mais tu l'as, et c'est pour toi, et c'est pour toute la vie. Il va falloir que tu t'adaptes à ça, il va falloir que tu survives à ça, il va falloir que tu la portes, que tu l'accompagnes, il va falloir que tu te sacrifies pour tout ça. Et on a très vite compris que ce sacrifice, il allait être très individuel, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a aussi beaucoup choqué, au-delà du sanitaire, la relation avec les médecins qui est compliquée, mais c'est comme ça. C'est surtout qu'à la fin, quand on a trouvé la bonne tambouille de médicaments, qu'on a fait le petit trou de gastrostomie pour lui donner à manger, pour que la plante quand même vive et puis grandisse, on vous dit, monsieur Dransart, madame d'Andrea, on a préparé une petite valise pour vous, avec le petit nécessaire, la petite pompe, les petites seringues, les petits bazars, les petits trucs. C'est pour vous, hein. Allez-y, vous retournez chez vous, là. À Pantin, c'est pas loin. Mais c'est la question que j'allais vous poser, quoi. C'est quoi l'accompagnement, en fait, derrière? C'était zéro. Je veux dire, à un moment donné, moi, je me souviens très bien où je remontais avec ma fille, où Elodie a la fille dans les bras, et avec le petit nécessaire, on réentre, en fait, dans cet appartement, alors qu'on était dans ce monde sanitaire qui était oppressant, mais protecteur. Hein. C'est comme une petite prison, mais il y a des gens qui s'occupent de vous, donc vous sentez... Et là, vous avez toute la solitude, tout cet isolement qui vous transperce, en fait, quand vous rentrez dans votre appartement en disant « Putain, la vie, ça va être ça. Il va falloir gérer la pompe, il va falloir gérer les vomissements, regérer les cris. Mais qui va nous aider? Comment ça va se passer? Qui on va aller voir? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, on nous avait donné 2-3 pistes, 2-3 petits machins. Mais moi, le souvenir que j'en ai, je vais dire,
le néant, quoi. C'est vous, vous-même, avec votre compagne. Si elle part ou vous partez, débrouillez-vous, mais c'est votre tour. L'hôpital avait son boulot. Maintenant, c'est à vous de coordonner, c'est à vous de trouver, c'est à vous de chercher, c'est à vous de vous redonner de l'espoir. Mais franchement, j'ai eu l'impression que c'était garage social, voie sans issue. Et ça a été d'une violence aussi importante, je pense, que l'annonce de la maladie, que l'annonce du handicap. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on a trouvé l'énergie, je pense. En tout cas, moi, ça m'a tellement révolté que ça m'a donné une énergie dingue pour démontrer à la société qui m'a amené à cette voie sans issue. Non, non. Moi, je ne veux pas y rester. Donc, on va trouver des moyens pour continuer à exister, à faire encore quelque chose de notre vie. Parce que finalement, très rapidement, vous pouvez tomber dans le « Ok, c'est ma vie, je m'occupe de ma fille, je ne fais que ça. Mes activités sociales, tout ce qui faisait mon identité, j'oublie. Je ne fais qu'aider parce que c'est ma fille, parce que les gens vont vous dire c'est naturel, alors tu es obligé de le faire. Et c'est tout. Et ça, c'était pas entendable, c'était pas possible. Si ça avait dû être comme ça, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. Non, ça a été un cheminement de quelques mois, mais en ces quelques mois, en fait, il a fallu mourir et il a fallu renaître. Un peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Toi, tu n'avais pas pu reprendre ton travail. Toi, tu as dû le quitter. Heureusement que moi, j'ai jamais pu reprendre mon travail parce que l'accompagnement, je ne sais pas ce qu'il aurait donné à domicile. Elle avait une sonde nasogastrique pour pouvoir être nourrie et avoir les médicaments parce qu'elle prenait rien par la bouche. Et en fait, elle vomissait énormément. Et donc, sa sonde nasogastrique, si tu n'arrivais pas au bon moment, si tu pressentais pas au bon moment qu'elle allait vomir pour tenir la sonde nasogastrique sortait. Et donc, j'ai appelé une première fois une infirmière qui est arrivée complètement démunie, qui a remis la sonde nasogastrique, mais limite en tremblant les larmes aux yeux. En vrai, elle avait 6 mois. La deuxième fois, j'appelle une autre infirmière vient. Mais la catastrophe, en fait, en vrai, elle pleurait, c'était horrible. Et en fait, je lui dis, mais vous savez le faire? Et elle me dit, en fait, on s'est entraîné sur des poupées pendant notre formation. Et donc, elle pleure et tu dois trouver le moyen de la maintenir et de mettre la sonde nasogastrique. Et parfois, tu te loupes et tu la mets dans le nez, il y a la sonde qui ressort dans la bouche. 6 mois, quoi. Et donc là, tu rentres la sonde nasogastrique, tu as mis ton petit repère, tiens, elle est rentrée suffisamment. Elle hurle, mais tu sais qu'elle hurle moins qu'avec l'infirmière parce qu'elle est dans tes bras et que tu fous cette sonde et qu'après, tu peux la prendre dans tes bras pour la consoler et qu'elle pleure 10 fois moins qu'avec une infirmière. Donc, tu apprends à le faire. Juste pas accepter en fait que ton gamin, il va falloir lui mettre des neuroleptiques et puis y aller à dose importante, sinon elle a mal, qu'il va falloir mettre la sonde parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place, que le bouton de gastrostomie, quand il s'arrache, il va falloir apprendre à le remettre soi-même parce que sinon, il faut aller trouver quelqu'un qui n'existe peut-être pas. En fait, c'est un apprentissage, j'allais dire, où vous vous habituez à l'horreur en permanence. Je suis désolé, hein, mais et à un moment donné, ça devient votre quotidien et vous vivez dans l'horreur, mais vous le savez même plus en fait. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même incroyable de sortir de l'hôpital et on vous donne le package et derrière, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, très rapidement, vous dites, c'est nous qui allons faire. Et c'est là où on a pris notre casquette des dents. On n'était pas parents. Là. On était médecins, on était infirmiers, on était tout sauf parents. Et je trouve que ça, c'est d'une violence incroyable. Et il y a des milliers de parents à qui ça est arrivé. Et je trouve ça, c'est extrêmement honteux. Alors, ça fait des économies, hein, c'est sûr. Parce que prendre en compte des gens comme nous, des enfants comme on a, ouais, ça va coûter de l'argent. Mais on fait tout porter sur des gens comme nous. Et à la fin, il reste quoi quand vous avez fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans d'aidance comme ça, à la fin, je suis désolé, mais il reste peu de ce que vous étiez avant. Et il reste beaucoup de colère et beaucoup de révolte. Et je pense que ça... Ouais, alors, c'est très injuste. Il y a un truc qu'on comprend peu aussi, c'est que on est dans un système hospitalier qui est basé maintenant de plus en plus sur la rentabilité, qui est géré par des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui... on est vraiment sur un truc de rentabilité. On a l'hôpital qui est à bout de souffle, qui n'en peut plus. Et donc forcément, les médecins n'ont plus le temps, les soignants n'ont plus le temps d'accompagner correctement les parents, les aidants sur la voie de l'acceptation. Et tant qu'on n'aura pas compris que ce temps est nécessaire à faire comprendre, puis accepter, pour qu'il y ait un bon accompagnement au domicile et un bon accompagnement sur le reste de la vie, tant que ce nœud-là ne sera pas défait, on n'aura rien compris. Parce que moi, je le vois aujourd'hui dans les familles qu'on accueille,
l'annonce du diagnostic et l'accompagnement dont ont pu bénéficier les familles à l'annonce du handicap, à l'annonce de la maladie, la violence ou la bienveillance va aussi déterminer la personnalité de l'aidant en devenir. Moi, j'ai vu des mères d'enfants autistes qui ont eu 10 ans d'errance de diagnostic, dont une à qui on a dit, en fait, intra-utéro, il s'est passé quelque chose qui n'allait pas, il faudrait que vous alliez à la piscine avec votre fils pour qu'il revive, en fait, le monde intra-utéro, et puis comme ça, peut-être que ça ira mieux. Alors, je ne suis pas certaine que c'est comme ça qu'on guérit l'autisme. En fait, il y a un truc vraiment où... vraiment, encore une fois, il y a des situations ubuesques, malgré une doctorisation qui était disponible au téléphone, en fait, des heures et des heures. Malgré des personnes, des amis qui ont été présents, ou des professionnels aussi de santé. Andrea était un petit peu... elle a été 3-4 fois dans une crèche inclusive, et la directrice de la crèche, j'ai beaucoup pu échanger avec elle, et ça m'a aidé aussi d'échanger avec elle à ce moment-là. Il y a des gens, des lumières sur le parcours qui vous aident à vous construire. Et si vous n'avez pas les ressources pour voir aussi cette lumière ou pour aller chercher ces lumières, vous êtes dans le noir complet. C'est que c'est pas institutionnalisé, c'est-à-dire c'est vraiment très individualisé. C'est parce que vous allez trouver ces individus sur votre chemin que les choses vont être acceptables. Mais il n'y a pas de cohérence institutionnelle là-dedans. Et je trouve qu'on vous laisse forcément ce parcours-là. Et quand on est arrivé, s'il faut revenir à la ferme, très vite, on a compris que notre vie d'avant, elle était terminée, qu'il allait falloir partir de Paris parce que le travail, c'était plus possible, parce qu'il fallait être au moins 2 pour s'occuper d'Andrea à domicile et qu'il n'y avait pas d'institution, d'établissement pour la prendre en compte. Donc, c'était à domicile que ça allait se jouer obligatoirement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ou bien vous laissez maman gérer la petite, puis moi, je continue à bosser, mais c'était ingérable. Si c'était le cas, on se serait plus compris, on se serait séparés, ça n'aurait pas été possible. Donc, on a quitté nos boulots. On était sur Internet en se disant on va essayer de trouver un lieu ouvert dans le Pas-de-Calais parce que c'était là où je venais, donc c'était plus simple, il y avait un peu de famille, un peu d'amis, et on va essayer de trouver un nouveau sens à notre vie, un nouveau sens professionnel, un nouveau sens familial, et on a trouvé cette ferme sur Internet. Moi je m'en souviens en disant je vais aller dans le Pas-de-Calais, je vais aller la visiter. Et donc, on est venu, moi je suis venu à la Madeleine sous Montreuil, on l'a visité avec l'agent immobilier, et moi je suis tombé amoureux tout de suite de ce tas de ruines, qui ressemblait certainement peut-être à ma vie du moment, un peu en ruine aussi, avec une bonne volonté de pouvoir la reconstruire et de pouvoir en faire quelque chose de beau. Et je disais à Elodie au téléphone, c'est ça qu'il nous faut, un truc hyper bobo, il y a un four à pain, c'est génial. Vous décidez d'acheter cette ferme qui est complètement en ruine et de créer un nouvel élan pour une nouvelle vie, parce que comme vous l'avez dit, de toute façon Paris c'est plus possible, vous n'avez plus d'emploi ni l'un ni l'autre, en tout cas toi tu ne peux pas reprendre ton travail et toi tu décides sciemment de le quitter et de créer quelque chose de nouveau. Vous trouvez ce lieu qui devient les bobos à la ferme. Comment ça se passe exactement, comment ça s'organise, ça s'articule, le départ en tout cas. Un peu en mode survie, c'est-à-dire il fallait qu'on enchaîne tout de suite, je pense. C'est-à-dire qu'après la sortie d'hôpital, on a très vite compris que de toute façon, à Paris, c'était terminé pour nous. De toute façon, on n'avait plus de pognon, donc ça ne pouvait plus avoir un loyer parisien, c'était plus possible. Et puis la petite, elle devait mourir rapidement. En tout cas, ils ne savaient pas trop. Mais en fait, ils pouvaient nous dire, on ne sait pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous verrez bien. Donc on s'est dit, autant vivre ce moment particulier avec notre fille dans un endroit peut-être plus adapté à sa pathologie. Et donc on s'est dit, on va aller au vert. Et au vert, pourquoi pas faire comme les néo-ruraux, acheter une ferme, une belle ferme, y mettre des poules, avoir des gîtes pour accueillir des urbains en manque de chlorophylle. Et donc on a découvert cette magnifique ferme qui appartenait à Bernadette et à Gaston Collin, les derniers paysans. On va essayer d'y ouvrir des gîtes pour continuer une activité professionnelle. Et dans ces gîtes, on va essayer d'y accueillir tout le monde, et notamment particulièrement des gens comme nous, des parents d'enfants handicapés, qui passons toute notre journée à s'occuper de notre enfant, qui n'avons pas de parenthèse, pas de fenêtre vers du répit, de l'apaisement, et faire en sorte qu'on puisse y trouver ici, dans cette ferme, des moments de parenthèse, des moments de répit, pour nous permettre de tenir au quotidien. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, c'était
beaucoup d'actes sanitaires, c'était beaucoup de désespoir finalement. Et pour tenir ce marathon, un peu de l'horreur, nous, on n'avait pas d'autres solutions, il n'y avait pas d'établissement qui pouvait prendre en compte notre enfance. On s'est dit, tiens, créons pour nous, et certainement pour les autres, ceux qui sont un peu comme nous, un lieu qui soit adapté, qui permette justement une petite pause dans cette aidance, très, très difficile. Donc on est arrivé en, je sais plus, juillet 2016, on a déménagé vers juillet ou août avec tous nos bagages. On est arrivé chez maman parce qu'il fallait trouver quelque part où aller. Donc ma mère nous a accueillis chez elle dans des conditions, quand on se refait le film, complètement folles, hein, avec une petite fille polyhandicapée c'était très compliqué. Et après, on s'est mis en mode courage, révolte, vaillance, on y croit. Et on n'a pas décroché depuis, en se disant, voilà, on a un projet, on veut y faire des gîtes, on veut y accueillir les bobos, tous les bobos parisiens, mais aussi les bobos des enfants et des adultes qui doivent être aussi pris en considération, et les bobos des aidants, des parents aidants comme nous. Et faisant en sorte de pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet qui tenait finalement dans une petite feuille A4. Hein. Voilà, on veut faire ça, des gîtes, on veut avoir des salles, on veut pouvoir accueillir tout le monde, c'est-à-dire le touriste lambda, mais également des gens un peu plus particuliers comme nous, et faire en sorte de créer dans un milieu le plus ordinaire, le plus beau possible, un lieu inclusif, en tout cas un lieu où des gens un peu extraordinaires comme notre fille ou comme d'autres personnes puissent s'y inscrire et prendre des moments de joie et de bonheur. Ça s'est bien implanté et bien inscrit. Le projet a vraiment vu le jour et continue d'exister de manière encore un peu plus précise. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, est-ce que ce projet, vous l'avez déposé? Est-ce que vous avez pu avoir, du coup, des aides ou... C'était tellement spontané, c'était juste, voilà, il nous fallait quelque chose pour continuer. De toute façon, pour vivre, il faut des projets. L'unique projet de garder notre fille à domicile, c'était pas envisageable. Donc on s'est dit, tiens, créons ce site, créons ce lieu. Et finalement, au départ, on s'est débrouillé avec nos moyens, nos économies, l'argent qu'on avait de côté. Avant, on gagnait très bien notre vie, assez bien notre vie. Et donc, on avait des moyens en disant, voilà, on va rénover, on va faire des gîtes, et puis on va y accueillir. Et finalement, on a demandé au départ donc à certains partenaires potentiels s'ils voulaient nous accompagner, mais il fallait se remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien ici. 2 parents désespérés avec une fille polyhandicapée qui avait une gastrostomie, des gars qui veulent refaire des gîtes dans une ferme délabrée. Les gens, ils nous regardaient, oh les pauvres malheureux, bon, on va leur dire qu'on va les aider parce que bon, franchement, ils sont déjà tellement au bout du scotch que ça va pas le faire. Mais les mecs, ils devaient nous regarder avec des yeux, ah ouais, d'accord, ouais, on va vous faire peut-être un petit chèque quand même. Mais après, je pense qu'on avait quand même une conviction. C'est-à-dire que quand on en parlait de ce projet, il y a des gens qui sentaient qu'il y avait pas... Voilà, en tout cas, les porteurs, ils étaient chauds bouillants, quoi. Et donc, il y avait peut-être un petit quelque chose qui allait jouer là-dessus. Donc, il y a certaines personnes ou certaines institutions qui nous ont suivis de manière relativement modique, mais quand même. Et ce qui nous a permis d'envisager les travaux, d'envisager les coûts, parce que cette ferme, elle a coûté énormément d'argent. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais en tout cas, on a réussi à convaincre petit à petit. Et c'est vrai qu'on a eu il y a eu un concours sur le tourisme, l'innovation touristique, etc. Sur la côte, et on a gagné ce concours. Et c'est vrai que le fait de gagner ce concours sur ce projet des bobos à la ferme, parce que déjà, il fallait le porter, dire qu'on allait faire les bobos à la ferme. Ici, en réalité, les gars, ils vous regardent. Oh, mais c'est qui ces malades, quoi. Et on a quand même réussi à gagner ce chèque de, je sais pas, c'était 7000 balles. Et des mecs nous disaient, c'est super ce que vous allez faire. C'est bien, allez-y. Et ça, ils disent, ouais, tiens, on peut peut-être finalement y aller, quoi. On était déjà motivés, mais ça nous a redonné aussi du boost en disant, allons-y. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est jamais arrêté. Moi, j'ai pris ma truelle parce qu'il fallait, à un moment donné, on n'avait pas les moyens, donc il fallait qu'il y en ait un qui se fasse les travaux, donc il fallait apprendre sur le tas à rénover des bâtiments comme cela, en se disant, le but, parce que ça a toujours été des étapes, en fait. Le but, c'est que ce projet, il se concrétise, qu'on crée le premier gîte, donc le gîte Andrea, le plus grand des gîtes, et qu'on puisse commencer notre activité, ce sur quoi on communiquait, et ce sur quoi Élodie, elle travaillait beaucoup en termes de rédactionnel, de communication, de recherche de financement, etc. Donc on s'est un peu dispatché les rôles. Au début, c'était vraiment la truelle d'un côté et l'ordinateur de l'autre, quoi.
C'est un projet où si on avait fait une étude de marché, on sera encore en train de réfléchir à quel projet on pourrait lancer parce que on aurait annulé celui-là depuis longtemps parce que le cadre législatif ne s'y prêtait pas, le cadre du financement, notre cadre de vie. Du coup, on a dû déménager 1 mois chez des amis, 3 mois dans un gîte, 2 mois chez des amis. On a fini 15 jours dans un mobil-home au domaine du Blanc-Pignon à côté parce qu'ils sont tellement adorables qu'ils ont ouvert le camping pour nous. Mais c'était fou. Je veux dire, Andrea, polyhandicapée, tout ça ponctué de nombreuses hospitalisations, des allers-retours à Paris, des nuits blanches, comment on va caler Andrea. En fait, on avait déjà tellement tout perdu qu'on ne pouvait pas perdre beaucoup plus. Donc autant y aller à fond, quitte à faire n'importe quoi, ça n'a plus d'importance. Et donc, cet achat de cette maison, de cette ferme, les gens nous regardaient, mais qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans ? C'était très cher en fait, parce qu'on est dans un très beau village, tu l'as dit au début, et c'est une adresse touristique pour qui veut faire des gîtes comme c'était sur notre papier. Et on aurait pu avoir beaucoup moins cher à 20 minutes dans les terres, mais on n'aurait pas accueilli autant de monde qui souhaite la proximité de la mer, qui souhaite... voilà. Je pense que le processus de reconstruction de la ferme et le processus de reconstruction de nous-mêmes, même si aujourd'hui on l'analyse comme ça et qu'on ne l'analysait pas comme ça à l'époque... cette douce allégorie voulait dire quelque chose. Rafistoler l'existant, en fait. Voilà. Comme nous, on s'est juste rafistolé avec ce qui pouvait rester de ce qu'on était avant. Et cette ferme, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi un patrimoine rural un peu populaire, quoi. Et donc, on a réussi aussi à le maintenir. Et cette ferme aussi, elle a survécu grâce ou à cause ou parce que... nous aussi, on était en mode destruction à ce moment-là, donc il y a aussi un rapport à ce lieu, à cette ferme qui est aujourd'hui, moi, qui est extrêmement fort, et Elodie, forcément, la même chose, mais il y a eu une vraie avancée sur... c'est assez marrant, en fait, cette reconstruction immobilière d'un patrimoine, cette construction d'un projet un peu fou, et cette capacité à retrouver du sens de manière individuelle, familiale, collective. Ouais, il y a eu vraiment, les 7 dernières années, ça a été ça, c'était de se retrouver individuellement et que peut-être collectivement autour de quelque chose qui retenait la route, en tout cas qui était encore tangible. On a tellement, pour moi, c'était tellement une période d'abîme, en fait, 2015-2016, où je savais plus, en fait, on se dit, mais comment on va réussir à... Ouais, il a fallu en sortir du courage, des tripes, du sang pour tout ça, ouais. Mais en même temps, c'était nécessaire pour ce qu'on a, voilà. Mais ce projet, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est ça la résilience, quand on parle aussi de... parce que c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, même nous, on hésite parfois à l'utiliser, mais Boris Cyrulnik, quand il en parle, il parle aussi d'enfants qui ont connu la guerre, qui ont connu les camps et qui se sont reconstruits avec cette histoire personnelle. Donc, c'est des situations extrêmes. Et pour nous, ça a été notre guerre, ça a été notre terrorisme... de notre vie, en fait, et de devoir dire à un moment donné, ce projet, il s'est construit parce qu'il y a eu énormément de souffrance, énormément de douleur. Et je pense que quand tu n'as pas touché ça du doigt, tu ne peux pas imaginer un tel projet. Et tu ne peux pas aller te battre pour le défendre auprès des financeurs. Parce que nous, quand on rédige un projet, quand on va faire des pitchs, quand on va défendre le projet, quand on accueille des gens ici... en fait, on sait qu'on est au milieu d'une concurrence associative parce que tout le monde a des projets magnifiques et puis il y a très peu d'argent pour mener tout à bien. À un moment donné, c'est nos tripes qui parlent et c'est pas des recherches sur Internet sur ce que ça peut être, en fait, les besoins des aidants. Je vais dire... c'est concret. Au départ, c'est nous et on a emménagé le 4 avril. Le 5 avril, on était à Lille, à la CCI Hauts-de-France, en train de pitcher pour un truc et la première fois qu'on a emménagé ici, on s'est retrouvés... la nuit tombait et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'ampoule, qu'on n'avait pas de lampe et on s'est retrouvés à devoir allumer des... je veux dire, on était dans un truc, les gens nous disaient « Mais attends, tu dors la première nuit dans un truc et t'as pas pensé à mettre une lampe ?» Non, mais en fait, c'est inimaginable. Même moi, quand je me réfléchis, je me dis « Comment on a pu arriver le soir sans lampe, en fait ?» Parce que je pense que le cerveau humain, en fait... un instant très animal à réagir en mode pilote automatique en se disant là c'est la survie parce qu'on était dans quelque chose dans un état de sidération avec peu on a fait beaucoup
Et c'est vrai que parfois, il y a un imaginaire autour des bobos à la ferme en croyant qu'on a levé 10 millions d'euros. Mais en fait, je veux dire, nous, on nous donnait 5 000 euros, on le transformait en 15 000 euros d'impact, tellement en fait, on faisait attention à chaque centime, en fait, et on a bossé 7 jours sur 7, on continue à le faire, en fait, sur des horaires de journée qui sont incroyables, mais parce que on a un petit peu d'argent et on le fait, on ne le flambe pas, en fait. Et ça, c'est parce que c'est un projet qui est très personnel. Du coup, est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que c'est une journée type au Bobo à la ferme, à la fois du point de vue des personnes dépendantes et aussi à la fois du point de vue des aidants? Maintenant, on a 4 gîtes. On a une capacité d'accueil de 19 personnes. On peut mettre jusqu'à 7 lits médicalisés. L'objectif, c'est sur des gîtes qui sont adaptés, labellisés Tourisme et Handicap, le gîte André est classé 3 étoiles, de pouvoir proposer sur un milieu ordinaire tout un panel de prestations de services dont les gens vont se saisir en intégralité ou partiellement par rapport à leurs besoins, leurs envies, la pathologie, la personnalité de leurs proches. Parmi ces services, ça peut être une séance Snozellen, parce qu'ici on est dans une salle Snozellen et le Snozellen est adapté pour de nombreuses personnes dépendantes, mais aussi de nombreux aidants. On travaille avec des intervenants professionnels qui sont formés au Snozellen et qui peuvent proposer des séances aux familles. On propose de la suppléance de l'aidant avec des professionnels compétents, diplômés et rémunérés pour accompagner la personne dépendante. Je précise parce que ce n'est pas une évidence toujours. Donc ça peut être des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, des monitrices éducatrices en fonction de la personne. Ça peut être des soins de nursing, aide au lever, aide à la toilette, aide au coucher. Ça peut être de l'occupationnel. On a un guide d'activité adaptée et un guide bien-être. Donc ce sont de nombreuses activités sur place et sur le territoire, labellisées ou non, mais avec des partenaires qu'on a pour des personnes de 0 à 90 ans qui pourraient avoir envie d'activités, alors sport, loisirs, nature, plein air, culture. Ça peut être du char à voile biplace avec une personne valide, une personne en situation de handicap. Ça peut être de la médiation animale, ça peut être de l'équicie. Ça peut être de la visite de ferme, d'aller traire des chèvres, voilà. Dans le guide bien-être, on travaille avec des praticiens, des thérapeutes qui sont absolument extraordinaires et qui sont sensibilisés à l'aidance, au handicap. Le premier trouble des aidants, c'est les troubles musculo-squelettiques, physiques, j'entends. Et donc, hier, par exemple, ici, il y avait une séance de réflexologie plantaire pour une mère d'un enfant autiste qui était gardée par une relayeuse qui est monitrice éducatrice. La personne qui fait de la réflexologie plantaire est aussi formée aux fleurs de bac. Elle va venir proposer des séances offertes à la Journée nationale des aidants. En tout cas, tout le monde est invité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de verticalité, c'est très horizontal, on est tous un peu concernés par la dépendance. Les gens s'y inscrivent assez facilement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de venir chez nous, au pôle parents aidants ou dans des séjours de répit en milieu ordinaire que peut-être dans un établissement peut-être classique ou dans un service d'action sociale classique. Nous, on n'est pas là pour faire à la place de ces services-ci, mais on est là pour donner un outil complémentaire. Un outil qui nous aurait beaucoup intéressé, en tout cas à l'époque en 2016, quand on ne savait pas trop vers qui se tourner, à part peut-être service du département, les dossiers, la MDPH, mais en fait on aurait voulu un lieu où on peut peut-être rencontrer d'autres parents, un lieu où on aurait pu discuter de notre parentalité un peu singulière de la manière la plus libre possible, sans être jugé, un lieu où on nous aurait vraiment compris. Et c'est ça qui nous a aussi manqué, moi en tout cas beaucoup, c'est l'impression de parler, mais de jamais être entendu et d'être extrêmement isolé alors qu'il y avait du monde autour, mais dans l'incapacité d'être compris. Et là, voilà, en tout cas, j'ai commencé à l'être quand j'ai rencontré d'autres papas, d'autres mamans qui m'ont expliqué un peu leur parcours qui était assez similaire au mien. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'appartiens aussi à une communauté, un collectif de gens qui ont vécu un peu la même chose que moi et finalement qui eux aussi s'en ont sortis ou peut-être un peu moins, qui ont des difficultés un peu similaires. En tout cas, quand je leur parle, c'est tellement facile. On se comprend tellement facilement que en tout cas, ça fait partie aussi un peu du répit ou en tout cas de se sentir
ouais, je pense appartenir à un moment donné, quand on vous a mis le handicap dans les bras, la société n'aimant pas le handicap, forcément, la société vous a rejeté, vous a mis quelque part. Vous ne savez pas trop où, alors vous débattez pour essayer de trouver, je sais pas, un sens, un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment-là, moi, je ne l'ai retrouvé que grâce à d'autres parents qui m'ont expliqué leur vie des danses depuis 30 ans, 40 ans, 2 ans, 10 ans. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce lieu, les Bobos à la ferme, c'est ça aussi, c'est un espèce de... En tout cas, le pôle parents aidants, donc l'une des activités des Bobos à la ferme, c'est vraiment de proposer dans la continuité un lieu où les parents puissent venir pour n'importe quel sujet, à n'importe quel moment, pour parler de n'importe quoi, mais juste qu'ils aient à l'esprit qu'il y existe ce lieu et qui peut être saisi. Et ils seront reçus par des gens qui les comprennent parce que c'est des gens qui vivent un peu la même chose. Et ça permet finalement, ce collectif, cette dynamique collective, ça permet de sortir un peu de cet isolement qui va extrêmement vite. Et ça permet justement après de se réinscrire peut-être dans la société. Parce qu'il y a vraiment des phases où en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu, on m'a extirpé de la société, on m'a coupé de toutes les racines que j'avais au sein de cette nation. Et à un moment donné, il a fallu aussi se réinscrire dedans, en tout cas essayer de trouver des voies pour se réinscrire. Et le fait d'avoir vécu et d'avoir vu d'autres personnes qui avaient réussi à le faire, qui avaient peut-être pris du recul, qui avaient cheminé aussi, ça m'a permis également de se dire, moi aussi j'ai envie peut-être de m'apaiser vis-à-vis de ça et de me réinscrire dans le droit commun et de réappartenir en tant que citoyen à cette société. Et les Bobos à la ferme, c'est un facilitateur, j'allais dire des fois c'est un passe-plat, mais c'est un peu péjoratif, tout du moins c'est une courroie de transmission entre cette famille très singulière, ce destin très singulier et cette société, cette nation qui doit accueillir, qui doit aussi inclure. C'est ce qu'on essaye de mener au quotidien dans ce lieu un peu atypique. Ouais. Donc cette interview va bientôt se terminer, mais j'ai 2 dernières questions à vous poser. Si vous deviez vous projeter dans 10 ans, il ressemblerait à quoi votre monde idéal ? Si ça concerne les parents aidants, moi j'espère que dans 10 ans, les prochains parents aidants, ils vivront plus ce que moi j'ai vécu. Qu'il y aura eu des décisions politiques, stratégiques, individuelles qui permettent de donner demain aux parents aidants les outils pour que leur vie elle soit peut-être meilleure que celle que moi j'ai pu vivre quand on m'a annoncé le handicap. Peut-être que dans 10 ans, on dira à Monsieur Dransart, vous inquiétez pas Monsieur Dransart, on a les moyens de vous permettre de continuer à travailler. On a les moyens de vous permettre de continuer à vous inclure dans la société, à exister, à avoir du sens. Et peut-être que demain, être parent aidant, ce sera plus un drame. Peut-être que ça pourrait être vécu de manière peut-être plus apaisée. Peut-être que ça pourrait être mieux accepté par la société, par les proches, par les amis. Et peut-être que demain aussi, y a plein de parents aidants qui se diront, comme Louis et Elodie, tiens, moi aussi, je vais créer mon lieu aussi, mon bobo à la ferme à moi, parce qu'il y en a tellement qui ont de l'énergie, tellement qui ont envie, tellement qui veulent apporter à leur propre communauté. Nous, c'est ce qu'on veut, que les aidants participent aux solutions qui demain amélioreront leurs propres conditions. Et c'est un peu ça, et que demain, dans 10 ans, on puisse dire on a accompagné, en tout cas, on a formé des gens qui demain auront des bobos à la ferme sur tout le territoire français, où finalement des lieux ordinaires comme celui-là puissent se démultiplier parce qu'il y a des besoins, des envies, qu'il y a de l'énergie. Il n'y a pas beaucoup de sous, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, il y a cette envie et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui seraient capables de le mener. Nous, j'espère que dans 10 ans, on aura peut-être accompagné un certain nombre d'aidants à ouvrir des lieux comme celui-ci ailleurs qu'à la Madeleine sous Montreuil. Et pour finir, est-ce que vous avez envie de me partager une lecture, un mantra, une citation, une rencontre, une musique, quelque chose qui a tendance à vous accompagner au quotidien, qui est source d'inspiration pour vous et qui pourrait l'être pour les gens qui vont regarder cette émission? C'est un peu Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un petit être qui est tout frêle et tout gringalet et qui va pour escalader une grande montagne, et puis du coup il y va. Et puis en fait, tout le monde derrière lui dit « Mais t'es pas fait pour ça, mais tu te rends pas compte, mais regarde ta carrure, t'y arriveras pas. » Et puis hop, il continue, il gravit. Et puis il arrive au sommet de la montagne, et puis en fait, il se retourne et il voit plein de gens qui crient « Mais t'y arriveras pas. » Et en fait, il est sourd. et moi, je suis sourde, je suis appareillée. Et parfois, je me dis, en fait, peut-être qu'on est arrivé là aussi parce que
On s'est écouté nous-mêmes et il y a plein de trucs qu'on n'a pas écoutés. On a une personne extraordinaire dans notre entourage qui s'appelle Jean-Marie, qui est un ami, un bénévole, un tonton des enfants et qui a une lumière dans le chemin des bobos à la ferme et qui a 75 ans et qui nous aide de manière acharnée depuis 6 ans. Et on l'a rencontré un jour sur un marché et il avait perdu sa femme depuis 1 an et demi et il était seul. Et il a aidé Louis dans des situations où il était dans des situations extrêmes sur de la reconstruction de sites, etc. Et moi, je me dis, en fait, les gens qui ont décidé de faire, c'est eux qui ont raison parce que c'est eux que ça construit, en fait. Devenir bénévole, de s'inscrire dans un mouvement associatif, de rencontrer des gens, et ben, c'est là que ça fonctionne. C'est là où elle est, la société. Voilà. C'était mon petit moment, en vrai. Ok, merci beaucoup, vraiment. Merci d'avoir partagé toute cette histoire avec nous et de moi m'avoir tellement inspirée. Et je pense que du coup, je serais loin d'être la seule. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, merci à vous d'être venu et d'avoir élargi le format, de l'avoir trituré. Merci, d'accord. Merci. Merci.